amis, alors je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Chris Sinclair News pour un nouveau numéro en ce lundi 17 février 2025 où nous allons parler de l'explosion, ou je dirais la déflagration qui s'est produite à Munich ce 14 février. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement. J'attendais à titre personnel cette déflagration qui viendrait de l'extérieur de l'Europe, bien sûr, je vous en avais parlé dans d'autres vidéos sur l'autre chaîne Chris Sinclair, et nous avons un vice-président des États-Unis qui s'appelle D.J. Vance, qui est venu nous donner une bonne leçon, ou tout au moins pas à nous les franchouillards, ou pas à nous les citoyens européens, mais plutôt à nos élites qui n'entendent rien du tout à ce qui est en train de se passer, ou tout au moins la colère de la populace. Voilà, tout simplement. Alors, je vous propose, les amis, c'est qu'on fasse un récap de ce qui s'est passé le lundi, pas le lundi, le 14 février, bien évidemment. D'accord? Donc, allons-y. Donc, le changement radical de l'Europe post-discours de J.D. Vance à Munich. Le 14 février 2025, la conférence de Munich sur la sécurité a été le théâtre d'un moment historique lorsqu'un discours prononcé par le vice-président américain J.D. Vance a bouleversé le paysage politique européen. Ce discours, riche en critiques et en propositions, a servi de catalyseur pour un retour à une souveraineté populaire accrue, forçant les dirigeants et les citoyens à reconsidérer, bien sûr, la direction de l'Europe, les amis. Donc, il a couvert quand même plusieurs points sensibles. La liberté d'expression, on le voit bien ce qui se passe, les amis, avec Segwit notamment, et les tentatives de faire fermer les chaînes, ou que ce soit bien du service public, bien évidemment. Il a pointé du doigt les législations comme la loi Avia en France, mais aussi le NetzDG en Allemagne, pour leur tendance à censurer sous prétexte de lutte contre la haine en ligne, et j'ai bien dit prétexte. Vance a insisté sur la nécessité de protéger la liberté d'expression, même dans les moments de tension sociale. Concernant l'immigration, il a critiqué la gestion de l'immigration par l'Union européenne, appelant à une politique plus équilibrée qui prend en compte les préoccupations des citoyens européens sur l'intégration, le logement et les services publics. Il a mentionné spécifiquement la crise migratoire de la frontière gréco-turque et les tensions dans les quartiers périphériques des grandes villes. Concernant la souveraineté mais aussi la démocratie, Vance a dénoncé ce qu'il voit comme une bureaucratisation excessive de l'UE, où les décisions sont prises loin des citoyens. Il a évoqué l'exemple du rejet du traité de Lisbonne par les référendums irlandais et français pour illustrer comment les élites européennes ont parfois contourné la volonté populaire. Vous pouvez examiner, les amis, actuellement, qu'on essaye de contourner, on nous parle de référendum, mais pas de référendum sur des choses importantes, bien sûr. Ils essayent de se sauver comme ils peuvent. Alors, la réaction des dirigeants européens, bien sûr, c'est pas fait attendre. Les réactions ont été mitigées. Le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué le discours comme étant une attaque contre l'esprit européen. Je vous rappelle que M. Vance a refusé de le rencontrer en pensant que c'était quelqu'un de has-been et qui n'avait plus sa place, voilà, tout simplement dans ce rôle-là. Cependant, des figures comme Matteo Salvini en Italie et Marine Le Pen en France ont salué les propos de Vance, voyant une validation de leur position eurosceptique. Les partis populistes ont vu leur soutien croître avec des manifestations pro-souveraineté dans des villes comme Budapest, Varsovie, mais aussi Rome. Les citoyens, sentant un vent de changement, ont commencé à exiger plus de transparence et de participation dans le processus décisionnel. Des discussions ont été ouvertes pour réformer le système de Dublin, avec les propositions pour une répartition plus équitable des demandeurs d'asile et une meilleure gestion des frontières extérieures avec l'Union européenne. Des pays comme la France, c'est-à-dire le nôtre, les amis, ont commencé à revisiter les lois controversées sur la censure. Je vous rappelle qu'actuellement, nous en avons subi les conséquences. Je vous rappelle ce qui est en train de se passer avec C8,
Énergie 12, hein, je crois également, voilà. Donc, il ferait bien de réviser leur copie, avec des appels et des réformes pour garantir un équilibre entre la lutte contre la désinformation et la protection de la liberté de la parole. À titre personnel, à partir d'aujourd'hui, je vous le dis les amis, je boycotte France 5, d'accord? C'est une chaîne de propagande à mon sens, voilà, qui est complètement infiltrée. Des initiatives pour renforcer la démocratie directe ont vu le jour, incluant des référendums plus fréquents sur des sujets cruciaux, des plateformes numériques pour la participation citoyenne et même des assemblées citoyennes pour discuter de nouvelles politiques avant leur adoption. Le taux de participation aux élections locales et européennes a augmenté avec une attention particulière sur les candidats qui promettent de réformer les institutions européennes pour les rendre plus proches du peuple. Et là, il y a un sérieux boulot à faire, hein, les amis, ça c'est une certitude. Des pays comme la Pologne et la Hongrie, souvent critiqués pour leurs pratiques démocratiques, ont dû faire face à une pression accrue pour adopter des réformes en réponse à ce nouvel appel à la démocratie. D'accord? Je vous rappelle que le mot démocratie, c'était devenu un fer de lance, un mot comme une secte dans leur bouche au niveau de ces élites. Pas la Hongrie ni la Pologne, je parle de chez nous, hein, bien sûr. D'accord? En parallèle, les pays plus libéraux ont également cherché à montrer l'exemple en termes de transparence, mais aussi de participation. Le discours a poussé à une réévaluation de la manière dont l'UE fonctionne, avec des appels pour une union plus flexible, où les États membres pourraient avoir plus de latitude dans certaines décisions politiques, tout en restant unis sur des questions fondamentales comme le marché commun, mais aussi et surtout la sécurité. Donc le discours, si vous voulez, à mon sens, de J.D. Vance à Munich, a été plus qu'une simple allocution. Il agit comme un catalyseur pour un changement systémique en Europe. En remettant en question le statu quo, il a ouvert une fenêtre sur une possible renaissance démocratique où la souveraineté populaire pourrait retrouver une place centrale. Les mois et les années qui suivront seront déterminants pour voir ce discours qui marquera véritablement un tournant dans l'histoire européenne, ou s'il restera une note de dissidence dans un concert de politique établi. Ça peut être une première conclusion, les amis, comme vous le voyez, mais à mon sens, ça va être une véritable déflagration, notamment une prise de conscience de tous les citoyens à travers l'Europe une bonne fois pour toutes, et de renverser la table au niveau de ces gens qui nous prennent pour des neuneux tout à fait simplement. À titre personnel, il faut quand même remettre l'église au milieu du village, les amis. J'aime mon drapeau, j'aime la France, j'aime le saucisson, le barbecue, j'aime l'apéro, j'aime vivre avec en toute convivialité avec tout le monde d'une façon générale. C'est pas parce qu'on dit qu'on aime son drapeau, c'est le seul pays, la France, où il faut à tout prix restreindre les gens qui aiment leur drapeau. Alors oui, j'aime la France normale, simple, traditionnelle, d'accord, sans qu'on se prenne la tête avec des bobos qui nous beurrent le coquillard, hein, d'accord, avec des bobos qui nous enquiquinent tous les 3 jours. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve demain soir pour une nouvelle aventure sur cette chaîne Chris Sinclair News.